Bonjour à tous pour le Zoom. Aujourd'hui, je reçois Serge Rader, qu'on a déjà reçu évidemment. Bonjour Serge Rader, merci d'être avec nous. Bonjour Iris, c'est moi qui vous remercie. Alors pour vous présenter Serge, vous êtes pharmacien, on l'a déjà dit, vous êtes également spécialiste des vaccins, vous avez publié plusieurs ouvrages dont Raquette des laboratoires pharmaceutiques aux éditions Les Petits Matins, notamment avec Marie-Odile Bertholet-Geffroy et Michel Rivasi, député européen Europe Écologie Les Verts. Et votre dernier ouvrage, c'est Vaccin, oui ou non, au studio Talma, une nouvelle maison d'édition. Je crois que vous avez eu du mal à le faire paraître cet ouvrage. J'ai fait 7 ou 8 éditeurs de mémoire, oui, qui ont systématiquement refusé de le publier. Mon éditeur actuel l'a envoyé à tous les médias nationaux, mais bien sûr, ça ne diffuse pas. Hein. On fait passer des gens qui écrivent des livres tels Les vaccins pour les nuls. Hein. À ce propos, je signale qu'il y a, dans le même style, il y a Vaccination à la grande illusion, qui est bien fait avec des illustrations et tout, et qui est à la portée de tout le monde aussi, hein, dans le même genre du livre de M. Tanguy de l'Institut Pasteur. Donc un peu la vaccination pour les nuls, mais oui, une version alors. Tout à fait. Alors Serge Rader, on se retrouve aujourd'hui, on est quelques mois après l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale imposée par Agnès Buzyn, le ministre de la Santé, puisque c'était à compter du 1er janvier 2018. On va le revoir, on était auparavant à une obligation vaccinale avec 3 vaccins, le DTP, diphtérie, tétanos, poliomyélite. Aujourd'hui, on a 11 vaccins obligatoires pour les enfants. Est-ce que, d'abord, vous pouvez nous réexpliquer à partir de quel âge c'est obligatoire, dans quelles conditions, et comment ces 11 vaccins sont-ils administrés? Oui, c'est de la folie. Hein. Il faut aussi dire que ces 11 vaccins, qui ne correspondent à aucune justification sanitaire, hein, la propagande autour de la rougeole, on pourra en dire un mot, ont été imposés par le lobby. Hein. Il y a eu cette fameuse réunion à Washington en 2014, où d'abord 10 pays, mais aujourd'hui ils sont plus d'une soixantaine, avec des organisations internationales, ont décidé, tout ça sous l'instigation des laboratoires producteurs de vaccins, mais de Bill Gates, du Gavi, hein, c'est une alliance internationale pour la promotion du vaccin, avec la Banque mondiale, avec l'OMS, avec la FAO, enfin bref, toutes ces institutions ont sorti un 4e point sur le GHSA. Hein. Le GHSA, c'est un calendrier dont le point numéro 4 concerne les maladies infectieuses et la vaccination de la terre entière. Donc tout ça a été parfaitement orchestré, et c'est bien pour ça que d'abord l'Italie, il y a quelques mois après, maintenant la France, avec une énorme pression dans les pays européens, sauf la Suède, qui a décrété inconstitutionnel, mais cette obligation est inconstitutionnelle dans d'autres pays, comme en Italie, mais le lobby a fait que on est passé en force. Alors Serge Rader, c'est votre point de vue d'une certaine manière. Vous expliquez que c'est le lobby pharmaceutique qui œuvre pour imposer ses produits, à savoir dans ce cas précis les vaccins. C'est la seule raison. Mais peut-être aussi que c'est tout simplement pour des raisons de santé publique et des maladies qu'on veut éradiquer. Oui, ça c'est la couverture. Quelle maladie ? Les maladies couvertes par les vaccins, en l'occurrence. Ben oui, on a vacciné pendant 47 ans avec un DTP, diphtérie, tétanos, polio, qui était totalement inefficace. Et il était inefficace parce qu'il n'y avait pas d'adjuvant dedans. D'accord ? Vous pouvez en injecter des litres, ça protège aucunement. Est-ce qu'il y a eu une recrudescence des 3 maladies ? Donc là, vous êtes en train d'expliquer que ça fait 40 ans que les enfants ont un vaccin DTP qui ne sert à rien. 47 ans, de 1961 à 2008, parce qu'on l'a retiré au profit des polyvaccinations qui posent problème. Ce sont les polyvaccinations. On va parler dans quelques minutes, j'espère, des conclusions de la commission d'enquête parlementaire italienne qui rendent responsables les polyvaccinations qui ont frappé quelques 4000 soldats italiens de cancer. On parle de cancer, là. Et la commission parlementaire, qui a envoyé ses conclusions d'ailleurs à l'Europe, pour l'instant, on n'entend pas parler. Les conclusions ont été publiées le 9 février dernier. Alors revenons simplement à ma question initiale, à savoir à quel âge les enfants doivent être vaccinés aujourd'hui selon la loi d'Agnès Buzyn et pour quel nombre de vaccins? Est-ce que les 11 doivent être administrés en même temps? Comment ça se passe? Alors, il y a donc 11 vaccins, 10 injections, donc par rapport aux années 50, hein, parce que on vaccine entre 2 et 18 mois là, d'accord? Ils prennent 76 antigènes. Dès 2 mois. Dès 2 mois, hein. Même 1 mois, puisqu'on pratique toujours une tuberculose. Alors que l'obligation a été levée en juillet 2007, on la pratique encore. D'ailleurs, il y a encore un enfant qui est décédé au mois de février, à Necker, des suites d'une BCG.
dû au vaccin BCG. Mais c'est pas obligatoire. Mais c'est pas obligatoire. Mais, excusez du peu, les sénateurs ont eu des documents dans les mains et ils ont, où c'est marqué qu'on a retiré l'obligation vaccinale du BCG parce que les tuberculoses avaient baissé. Ben oui, mais au moment du retrait, il y avait encore 5800 cas de tuberculose en France. On a retiré l'obligation en 2007, on est à 4600 cas aujourd'hui. Ça baisse de 1 ou 2% par an, avec ou sans vaccin, un vaccin qui ne sert à rien. Moi-même, j'ai été vacciné à 6 ans et à 16 ans, et en faisant un contrôle inopiné, par scanner, on m'a découvert une vieille lésion tuberculeuse à mon poing. Donc on pose des questions, on n'a pas les réponses. C'est ça qui est dramatique. Madame Buzyn dit à la population, les vaccins sont sûrs, ils sont efficaces. Madame Buzyn non seulement ment à la population, mais ce qui est très grave, c'est que la représentation nationale, les députés et sénateurs ont été complètement manipulés avec des mensonges de ce type, ou d'autres mensonges qui vous disent que les vaccins sont mieux contrôlés que les médicaments, ce qui est entièrement faux, puisque c'est même marqué dans le Vidal, hein, le micelle des médecins. Hein. C'est marqué les épreuves de pharmacocinétique, les épreuves de mutagénèse, de consanguinogénèse, de tératogénèse, c'est-à-dire les malformations chez... Tout ça ne sont pas effectuées avec les vaccins. On les sort en vitesse. D'ailleurs, donc vous voulez dire que entre la mise sur le marché, l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament classique entre guillemets et d'une vaccination, d'un vaccin, aucun vaccin, il n'y a pas les mêmes contrôles. Non, aujourd'hui, si le vaccin subissait les mêmes tests que les médicaments, il n'y en aura aucun qui sortait. D'ailleurs, on a donné l'autorisation au vaccin contre la dengue, hein, où 840 000 doses ont été administrées aux Philippines. Nous en sommes à 65 décès. C'est bien la preuve que les tests présortis. Alors là, j'imagine, donc je crois que le vaccin contre la dengue, c'est Sanofi. Oui. Il me semble quand même que 60 cas, sur combien d'administrations? 840 000 doses, disent oui, mais on ne sait pas tout. On va vous parler de la balance bénéfice-risque. La dengue ferait beaucoup plus de morts, non? Attendez. À partir du moment où vous avez un décès par vaccin, je regrette, on n'a pas à faire d'obligation. C'est aux parents de décider, de prendre le risque ou pas. Parce qu'on cache la vérité aux Français. Moins de 5% des effets collatéraux des vaccins sont reportés. Il y a plein des milliers de cas. Moi, j'ai des centaines d'exemples. Alors, comment vous expliquez justement que si peu d'effets secondaires soient reportés? Parce qu'il ne faut pas nuire aux intérêts financiers des cas de grands producteurs de vaccins. Alors, c'est les médecins qui refusent de les reporter ou ensuite c'est pas classé? Déjà, les médecins ont peur des conséquences. Vous imaginez, si c'est reporté, si c'est réinscrit et tout, la responsabilité pénale. En Italie, par exemple, la responsabilité pénale du vaccinateur est mise en cause. Et on vous dit que les vaccins, les effets secondaires des vaccins, ça n'existe pas. Attendez, c'est la deuxième cause d'effets secondaires. C'est inscrit dans le rapport de l'agence italienne du médicament de juillet 2015 avec 8700 cas confirmés par la Cour de cassation. Derrière les anticancéreux, je suppose? Derrière les anticancéreux, tout à fait. Vous connaissez bien le dossier. Eh bien, non, enfin, c'est pas possible, je veux dire. Il faut poser. Le problème, c'est les polyvaccinations. Dans les années 50, il y avait 5 vaccins. Le premier était à 18 mois, c'était la variole. La variole, le vaccin a plus tué que la maladie. Hein. Mais on a attendu 1979 pour le retirer. Mais ça c'est prouvé ça aussi ou c'est Serge Rader qui a fait des calculs Non, Serge Rader consulte les archives et donc ce vaccin, on était à 389 décès entre 1937 et 1989. 53 étaient dus à la maladie, la moitié dans les années 40, l'autre moitié dans les années 50 et 2 cas en 70. Les 336 autres cas de décès, 90% c'était des enfants de moins de 5 ans, étaient dus au vaccin. Ça vous le retrouvez dans les archives. Donc il faut arrêter de dire... On pourrait se dire, si là, ce vaccin était négatif, on va dire, la balance bénéfice-risque était vraisemblablement négative, on l'a retiré. Qu'en 79 ? Si on ne retire pas les autres, c'est peut-être qu'il fallait encore s'en rendre compte. Non, si on ne retire pas les autres, c'est peut-être que justement la balance bénéfice-risque est positive. Aujourd'hui, on ne veut pas, parce que reconnaître ces effets secondaires et tout, vous imaginez, c'est reconnaître l'incompétence des autorités à contrôler la santé publique. Et là, en l'occurrence, il s'agit uniquement de gros sous.
il ne faut pas prononcer la parole vaccin, parce qu'il y a des milliards en jeu. Je ne sais pas si vous voyez, mais en 2006-2007, on était à 7-8 milliards de chiffre d'affaires. En 2012, on est passé à 20 milliards. Aujourd'hui, nous en sommes à 42. Il est prévu 85 en 2025. Jusqu'à quand on va continuer comme ça? Alors qu'on avait 5 vaccins monovalents dans les années 50, où il y avait quand même quelques maladies qui traînaient. Hein. C'est-à-dire un vaccin pour une injection, en fait. Une injection, variole. Enfin, c'était même pas une injection, c'était une scarification. Et ensuite, on faisait le double vaccin diphtérie-tétanos à 30 mois. Une fois que le système immunitaire de l'enfant, alors que tous les enfants étaient en plus à l'été à l'époque, parce que vous voyez, il y a une bagarre entre les deux, entre des enfants qui sont nourris au sein et qui ont les anticorps de la mère, vous injectez des vaccins, bon, il y a une réaction qui se fait. Et souvent, d'ailleurs, les vaccins ne prennent pas. Hein. Et là, on balance 76 antigènes entre 2 et 18 mois, 98 pour les prématurés. On fait une double injection hexavalent Prévenard à 3 mois. Non mais c'est de la folie. Et on a quasiment un accident sur 2 cardio-respiratoire chez les prématurés. Attendez, jusqu'où on va là? Alors Serge, je voudrais qu'on procède entre guillemets. Parler des vaccins obligatoires. On va parler de tous les vaccins obligatoires. Donc on a parlé rapidement du DTP. On va pas rentrer dans les détails pour le moment. On va pas parler des adjuvants, etc. On y reviendra par la suite. En revanche, je voudrais qu'on passe en revue l'intégralité des vaccins obligatoires. Alors pour que ce soit clair, je vais tous les nommer une première fois et puis on va y revenir un par un. Donc il y a le DTP, on l'a dit, diphtérie, tétanos, poliomyélite. On n'en parle plus. Il a été retiré. Là aujourd'hui, il y a 11 vaccins et les 11 vaccins hexavalents, il y en a 2. Voilà. 2 concurrents. Hein, ah oui, non mais vous parlez des... Moi je voudrais de contre quelle maladie il existe les 11 vaccins. Donc contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, contre la coqueluche, l'aurore, donc rougeole, oreillon, à 12 et 18 rubéole, l'hépatite B, qui était déjà dans l'hexavalent auparavant et qui posait déjà problème. On reviendra justement dessus. La bactérie Haemophilus influenza B, le pneumocoque, le méningocoque. On est d'accord jusque-là? Si on peut revenir peut-être un instant sur la coqueluche, je crois qu'aujourd'hui il y a une grande campagne de vaccination à l'égard des femmes enceintes. Ben, on pousse étant donné que le vaccin ne marche pas à tous les coups, c'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien, on veut, ça a commencé en Suisse, les autorités commencent à en parler aujourd'hui, vacciner les femmes enceintes, puisqu'on a un regain de coqueluche aussi. Au Brésil, par exemple, où on avait pourtant une couverture, parce qu'on vous parle d'une couverture 95% qui n'est basée sur n'a aucune base scientifique. Et au Brésil, où on a vacciné à 96%, on est passé de 7 cas par million d'habitants à 33 cas. Et le Brésil a décidé, par une directive de 22 pages de septembre 2014, de vacciner les femmes enceintes avec le DT-Coq de chez Glaxo. Laboratoire Glaxo. Laboratoire. Et pour ceux, ils ont commandé en gros un an de stock, c'est-à-dire 3 millions de doses. Et ils ont commencé à vacciner, notamment dans la région, une des régions déshéritées, enfin plus pauvres du Brésil, dans le nord-est. Et puis 2 mois après, explosion des cas de microcéphalie. Moi je pose la question, est-ce qu'il y a une relation entre la vaccination de ces femmes enceintes? Moi j'ai arrêté la comptabilité à 8000 cas. Vous imaginez 8000 nourrissons qui sont nés sans cerveau. Avec des cerveaux plus petits, microcéphales. Oui, enfin... Sans cerveau, peut-être pas quand même. Non, mais c'est une image. Mais vous avez vu des photos de microcéphales, c'est impressionnant. Hein. Donc voilà. Et là, aujourd'hui, on voudrait, alors qu'on a toujours un décret du 28 février 1952 qui prohibe tout vaccin chez les femmes enceintes. Donc maintenant, on veut les vacciner de la grippe. Déjà, avec un vaccin qui est totalement inefficace, que moi j'ai analysé toutes les cours. On a plus de déchets chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. Donc vaccin anti-grippe, c'est vraiment, c'est un pur business. Hein. C'est pas obligatoire. Laissons-le de côté. C'est pas obligatoire. En tous les cas. Mais... On continue l'énoncé avec l'hépatite B. L'hépatite B, on a su qu'elle a posé un problème avec la sclérose en plaques, il me semble. Absolument. J'ai été analyser les courbes de fréquence des maladies consécutives, donc sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, lupus, polyarthrite rhumatoïde, etc. On était, vous voyez, on était à entre 2 et 5 cas pour 100 000 sur un plateau. Sur un plateau. On a commencé à vacciner avec l'hépatite B en 94, explosion de toutes ces maladies. Qu'on nous explique qu'est-ce qui s'est passé comme événement. Est-ce qu'il faut établir un lien de cause à effet? Attendez, quand vous vaccinez la moitié de la population française tout d'un coup et qu'on obtient ces chiffres, le minimum c'est d'aller quoi. Des analyses ont été faites, mais on vous nie les évidences.
Donc voilà la situation. On ment à la population. Alors pour revenir au vaccin, l'hexavalent. Il y en avait deux sur le marché, qui sont sortis dans les années 2000. Vous aviez l'Infanrix Hexa et l'Hexavac, qui étaient deux concurrents. C'est classique, c'est Sanofi et Glaxo en Europe. Donc cet Infanrix, cet hexavalent, Sanofi, qui s'appelait Hexavac, il a été supprimé par l'Agence du médicament européenne en septembre 2005 parce qu'il avait entraîné 6 morts subites du nourrisson, attesté par autopsie par le centre médico-légal de Munich. Pourquoi Munich? Parce que 60% de l'écoulement de ce vaccin s'est fait en Allemagne. Et puis à parité en Autriche et en Italie, très peu en France, 150 000 doses. Bon, on a tiré ce vaccin. Savez-vous qu'11 ans après, il y a 2 ans, on l'a ressorti, le même, il a été modifié? Oui, il a été modifié. C'est la même formule avec 2 fois plus d'aluminium dedans. Il a été modifié. Qu'est-ce qui engendrait la mort? Est-ce qu'on avait identifié ce qui engendrait la mort? J'imagine que c'était pas qu'il n'y avait pas assez d'aluminium. Les autopsies ont donné les autopsies qui ont été ensuite, le dossier a été complètement enterré. On disait qu'il n'y avait que 5 microgrammes d'antigène de l'hépatite B dedans, donc c'était pas suffisant, ça couvrait pas assez. Alors qu'on a aujourd'hui un HB-Vax qui est à 5 microgrammes. Le vaccin de l'hépatite B. En fait, on n'a rien changé. Mais non, pas du tout. Non, c'était les 6 morts subites du nourrisson. Eh bien, on a ressorti ce vaccin. D'ailleurs, il y a eu un décès au mois de décembre, imputable à la double vaccination, très probable, avec le Prevnar. Vous savez que les 2 vaccins qu'on fait en même temps, à 2 mois, 4 mois et 11 mois, c'est-à-dire ou Infanrix Hexa ou Exion avec le Prevnar, d'après la pharmacovigilance italienne, ça entraîne 3,7 fois plus d'accidents neurologiques. Ça a été, c'est en noir sur blanc dans les analyses de l'agence italienne. Donc, ce que les gens ne savent pas, c'est que cet Infanrix Hexa, il existe un document qu'une amie médecin italienne s'est procuré auprès des autorités européennes, un document qui a été signé par la pharmacovigilance du laboratoire le 16 décembre 2011 et qui indique sur 2009-2011 14 décès et 10 cas de maladie mentale, dont l'autisme. D'ailleurs, ce document a été utilisé par un juge à Milan en septembre 2014 pour rendre sa sentence sur un cas d'autisme de ce vaccin. Mais pire, sur la décade 2010, 2010. Le docteur Pouliyel, membre du comité national des vaccinations indien, pédiatre de fer et responsable du service pédiatrie à l'hôpital du Saint-Stéphane Hospital de New Delhi, nous dit qu'il y a quand même des signaux forts dans le dossier qu'il a analysé. Ce sont tous les rapports que Glaxo est obligé de donner chaque année aux autorités européennes. 73 morts entre 2000 et 2010. Sur les 73 morts référencés dans 41 pays, dont 18 européens. Sur les 58 morts, 58 de ces 73 décès ont lieu dans les 20 jours après la vaccination. Sur ces 58, 54 ont lieu dans les 10 jours. On est à 93%. 49 ont lieu dans les 4 jours. On est à 84%. 42 ont lieu dans les 3 jours. C'est-à-dire 72%. Ce ne sont pas des signaux forts, ça, pour alerter les autorités. Vous savez, on est dans le même cas, les vaccins, que l'amiante. On a mis 50 ans avant de tirer le toxin. Donc aujourd'hui, c'est inacceptable. Parce qu'on a des preuves, on a des études qui commencent à sortir de tous les pays, où la santé des enfants, la santé globale des enfants survaccinés n'est pas bonne. Et lorsqu'on écrit aux autorités, moi-même, le bouquin que j'ai écrit, que toutes les télévisions et toutes les radios, toute la presse a dans les mains, je ne suis pas invité. J'ai remis ça, plus le film dont on va parler, parce qu'il faut en parler. J'ai remis ça à l'Élysée, à Madame Macron. Je l'ai remis à Monsieur Véran, le rapporteur de la Commission des Affaires sociales. Ces gens-là, ils mettent ça à la poubelle. Donc, et quand Monsieur Bourdillon, le patron de Santé publique France, de l'INVS, qui était présent à la Commission des Affaires sociales, vous dit, mais quand même, on ne va pas remettre en cause notre belle industrie pharmaceutique et ses milliers d'emplois. Mais dans quel pays on est? On vous dit qu'il y a des problèmes avec les vaccins. À la séance du 28 septembre à l'Assemblée nationale, dont les débats ont été menés par M. Véran,
qui a accordé à mon ami le docteur oncologue Gérard Delépine et moi-même 3 minutes, quand les 8 mercenaires de l'industrie pharmaceutique devant nous ont eu 2 heures, et la séance n'a pas été enregistrée. Dans quelle république bananière on se trouve? Non mais c'est complètement fou. Donc voilà, pour la méningite, attendez, il n'y a jamais eu d'épidémie de méningite. On oblige de la méningite, le vaccin de la méningite C. On a rajouté une dose à 5 mois. Vous savez, il n'y a pas un mois de libre pour les nourrissons. Hein. À 5 mois et à 12 mois. Pour quelques cas sporadiques, parce que des méningites, vous en avez mais des dizaines et des dizaines de cas. Oui, donc ça ne veut pas dire que si on est vacciné, on n'aura pas la méningite. Pas du tout. On peut simplement contre avoir la C, c'est tout. À Dijon, c'était la W135. Bon, hein, 2 décès, certes regrettables, mais ce sont, vous savez, il suffisait de faire un prélèvement général, ils ont vacciné quand même 46% du campus, et non pas 95%. Hein. Avec un vaccin, ils s'en vendaient moins de 500 unités moins en France. Donc il fallait faire un test avec le Nimemrix, qui était dosé à 5 microgrammes, alors que l'ancien, il a remplacé un ancien qui était dosé à 50, et ça marchait pas. Et donc là, celui-là, il aurait marché. Non, il fallait faire un prélèvement de gorge, et puis des porteurs. Vous savez que 10% de la population sont porteurs de méningite B, par exemple. La méningite B, c'est 10 fois plus de cas que la méningite C. Alors pourquoi pas aussi mettre le vaccin? Donc on fait n'importe quoi. Alors à présent, Serge Rader, j'aimerais qu'on revienne sur un aspect qu'on a déjà plus ou moins évoqué, c'est le ROR et notamment les incidences évoquées par le docteur Andrew Wakefield dans Vacced, donc un documentaire dont vous avez parlé tout à l'heure. Quelles sont ces études et surtout quelles sont les dernières nouvelles à ce sujet qui ont réhabilité le docteur Andrew Wakefield et ses travaux? Alors, écoutez, ce vaccin, on critique, vous savez, même à la société savante, dans les académies et tout, on vous empêche de parler. Hein. Wakefield est le dernier des coquins. Donc revenez peut-être rapidement pour présenter Andrew Wakefield. Il se trouve que Wakefield, je l'ai rencontré, et que c'est un homme qui fait plus que son travail. Le problème, c'est qu'il dit la vérité, et qu'il dessert les intérêts, notamment de Glaxo, en l'occurrence, qui était le producteur du Priorix, hein, le ROR. Bon, oui. Donc rougeole, Orion, rubéole. Alors, face aux méningites qu'il entraînait, lorsqu'il est sorti en 87, il a commencé à sortir hein, dans divers pays, puis ensuite on l'a retiré, on l'a remis en Angleterre, et puis il est repassé au Brésil, etc. Et on va dire, oui, mais Wakefield, il a fraudé. Non, Wakefield, il a défendu les intérêts des victimes de ce vaccin. D'ailleurs, il n'a jamais dit de ne pas vacciner, il a dit de repousser ce vaccin, et en attendant de faire le Rouvax. Les autorités britanniques, quand elles ont retiré le Rouvax du marché, le monovalent. Et c'est ce que les autorités françaises... Il y a des flambées, paraît-il. Mais alors pourquoi vous retirez le vaccin monovalent de la rougeole? Le 24 janvier, on a retiré le vaccin. Ce qui fait qu'on n'a pas le choix, on est obligé de faire le trivalent. Alors je regrette, mais ce trivalent, et ça a bien été montré dans ce film, non seulement Wakefield a fait son devoir de professionnel de santé, et il a fait savoir que ce vaccin entraînait, parce qu'il était administré aux jeunes, des cas d'autisme, qui ont été confirmés par une étude 2000-2004 de la pharmacovigilance, le CDC américain, hein, la pharmacovigilance américaine, et où on a assisté à l'explosion des cas d'autisme. Tout ça est révélé dans ce film qui est censuré sur la terre entière. En Grande-Bretagne, le sénateur Pepe, en Italie, devait le diffuser au mois d'octobre au Sénat. Il a été empêché par la ministre, qui est d'ailleurs sous enquête pour falsification des bulletins de vote début mars au sénatorial. Il a été censuré au Parlement européen au mois de février. Il a été censuré quelques jours après par la mairie de Paris. Si ce film racontait n'importe quoi, eh bien, il aurait été mis en procédure, etc. Or, actuellement, il est diffusé sur la terre entière. Il faut que les gens visionnent ce film Vacced, qui incrimine le vaccin ROR dans les cas d'autisme. On ne peut pas assister à cette explosion. Il y a 8000 nouveaux cas d'autisme en France, 1 sur 100. Ils étaient 1 sur 10 000 il y a 30 ans. Lorsqu'on vous diagnostique un enfant autiste à 2 ans et demi ou 3 ans, qu'a fait l'enfant jusque-là pour devenir autiste régressif si ce n'est de... dire que c'était déjà à la naissance, mais qu'on s'en est pas rendu compte avant. Non, parce que vous avez... Non, mais il faut voir le film. Tout
Tout est dit dans ce film. Hein. Donc voilà. Donc non, et Wakefield, je regrette, mais ses travaux ont été confirmés non seulement par l'ancien directeur de la santé britannique, Peter Fletcher, qui est maintenant en retraite, qui a confirmé ses travaux, mais par le professeur japonais Kawashumi, qui a retrouvé du virus rougeoleux dans les lymphonodules intestinaux dans les maladies inflammatoires, puisqu'il est responsable, ce vaccin ROR, de maladies inflammatoires type maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, etc., et autisme. Et donc, tout ça est validé par plusieurs personnes, etc., mais plus grave. La HAS a annoncé, il y a une dizaine de jours, santé. La HAS, la Haute Autorité de Santé, a annoncé que 12 et 18 mois, ça suffisait pas. Puisque, pour parler un petit peu de la rougeole quand même, parce qu'on dit on a des flambées de rougeole. Ben oui, ces flambées sont dues à la vaccination de masse. Plus vous vaccinez, et plus il y a des cas de rougeole. Ça s'est passé pareil pour la diphtérie, ça s'est passé comme ça aussi pour la variole. Il faut voir tout ce qui s'est passé aux Philippines, en Inde, etc. On a introduit, on vaccine à outrance, et les maladies explosent. C'est ce qui se passe pour la rougeole. Est-ce que les gens ne savent pas, mais un bébé vacciné est contaminant pendant 1 à 4 semaines après la vaccination, ce qui fait qu'il peut contaminer des jeunes adolescents ou des adultes qui avait la rougeole, bien sûr. Qui ne sont plus protégés par des vaccinations trop anciennes. C'est ça le danger actuellement, c'est que la vaccination a transféré la maladie chez les jeunes adultes ou les adultes, mais avec un risque pour les nourrissons avant 1 an qui ne sont pas vaccinés, puisque le premier vaccin tombe à 12 mois. Alors, la Haute Autorité de Santé, ils sont fous. Ils sont fous ou irresponsables. Ils veulent vacciner maintenant dès 6 mois, entre 6 mois, une autre injection, une troisième donc, entre 6 mois et 11 mois, parce qu'il faut 1 mois entre un vaccin entre l'autre. Sans qu'il y ait eu de tests, de faits. Non, mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Alors Serge Ader, pour terminer, parce qu'on a déjà dépassé le temps imparti, j'aimerais qu'on revienne quand même sur un élément très important qui est peu évoqué et qui est largement évoqué dans ce dernier livre, Vaccin oui ou non, c'est les nanoparticules contenues dans les vaccins. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà de quoi il s'agit, comment vous l'avez découvert ? Eh bien, c'est pas moi qui l'ai découvert, ce sont mes amis scientifiques italiens, dont professeur Montanari, docteur Montanari, et son épouse Antonietta Gatti, qui est experte auprès du ministère de la Défense et qui a été experte aussi dans cette commission italienne et qui a rendu ses conclusions après 18 ans d'enquête. Ça s'appelle la commission d'enquête sur l'uranium appauvri, parce qu'on pensait que ces soldats avaient attrapé des cancers, des lymphosarcomes, des leucémies, etc., foudroyantes. Il y a 600-700 morts déjà. Et donc les nanoparticules. Et donc ils ont trouvé. D'ailleurs, je fais une conférence en fin de semaine sur ces nanoparticules. Ils ont trouvé ces nanoparticules dans 32 vaccins au moment où j'ai écrit le bouquin. Et par contre, on a analysé un seul vaccin vétérinaire et il en est exempt. Donc on pose la question aux autorités. Alors j'aimerais qu'on s'étende un tout petit peu sur ce point, parce que justement c'est assez intéressant cet aspect, c'est que une fois les enquêtes menées en Italie, vous avez découvert qu'il y avait des nanoparticules donc de métaux lourds, je crois, essentiellement. Oui. Enfin il y a, je crois, de mémoire 22 éléments de la classification de Mendeleïev, du barium, du tungstène, du titane, du plomb, de l'aluminium, etc. Et alors, sous forme de nanoparticules. Précisons que c'est pas spécifié justement sur les compositions de vaccins, précisément parce que c'est en nanoparticules et donc c'est en dessous des seuils légaux pour être stipulés. Il y a eu une affaire, l'affaire en cours sur le méningitech, où ils ont analysé, d'ailleurs ils ont procédé par minéralisation, c'est-à-dire qu'ils ont exposé en fait les nanoparticules, donc il peut plus y en avoir. Donc entre les métaux lourds sous forme libre et les nanoparticules, ça n'a rien à voir. Les nanoparticules sont des éléments très petits, qui sont issus des combustions dans les incendies. Vous savez, toutes les nanoparticules, ils sont très fines. Et plus elles sont fines, et plus elles sont pénétrantes. Et elles sont non biodégradables. Et la notion de quantité, on n'est pas dans le poison, la notion de quantité est secondaire. C'est qu'elles sont capables de frapper n'importe quel élément, bien sûr le pire étant le cerveau, comme l'aluminium. Et c'est renvoyer les gens au travail du professeur Gérardi, je crois, pour l'aluminium. Tout à fait, mais il n'y a pas que M. Gérardi, il y en a d'autres qui ont travaillé dessus, mais on fait comme si on ne voulait pas voir. Il y a d'autres, il y a le professeur Exley qui a retrouvé, par exemple, de l'aluminium et sous forme de napalm dans des coupes
de cerveaux d'enfants autistes décédés et bourrés d'aluminium. Et il en a retrouvé aussi dans les cellules cancéreuses du cancer du sein. Vous savez qu'on demande maintenant de retirer l'aluminium des déodorants, etc. On le retire des vaccins des chats. J'en ai discuté récemment avec plusieurs vétérinaires et ils m'ont dit c'est vrai que depuis qu'on a retiré l'aluminium dans les vaccins, on constate plus de fibrosarcome chez les félins. Alors justement, pour revenir donc sur cet aspect, donc qu'on comprenne bien, des vaccins humains ont été analysés donc par les médecins italiens que nous avons évoqués. Vous avez voulu faire une contre-expertise en gros en France. Vous avez donc donné des méningitech. J'ai donné parce que je voulais avoir pour confirmer, faire des contre-expertises. Donc je me suis procuré 2 méningitech qui étaient hors lot qui avait été retiré en 2014, vous savez, parce qu'on avait trouvé des traces de rouille dans les vaccins. Et depuis, le vaccin n'est jamais revenu d'ailleurs, entre nous. Donc encore un dossier enterré. Donc des méningitech pour témoins, entre guillemets, parce qu'on savait qu'on allait y trouver de toute façon des nanoparticules. Absolument, oui. Voilà. Enfin, du tungstène, la triplette des aciers inox, c'est-à-dire fer, en tous les cas, des nanoparticules, nickel, ça c'est certain. Et vous avez également fourni des vaccins à destination des animaux précisément. 5 vaccins vétérinaires. Dont le féligène, je crois, et un PureVax. Non, il y a plusieurs vaccins, 5 vaccins, dont la gamme PureVax, puisque Merial, ancienne filiale Sanofi vendue à Boehringer Ingelheim, fait sa publicité avec ses vaccins, il y en a 9. Il n'y a pas d'excipient chimique en disant ils sont purs. Voilà. Et donc j'ai donné ça à la fac par des amis professeurs et directeurs de laboratoire de recherche à la faculté à Paris Diderot, qui m'avaient promis d'en analyser au moins 2. Ce qui n'est pas facile, ceci il faut le préciser, ce qui n'est pas facile parce que tout le monde ne peut pas le faire, il faut un matériel très spécifique pour réussir à voir ces nanoparticules. D'ailleurs, la technique d'analyse des nanoparticules dans les fluides ont été mis au point par l'équipe avec la faculté de Parme en Italie. Donc c'est une technique spécifique et que les toxicologues, l'ancienne école dirons-nous, parce que la nanopathologie c'est vraiment un nouveau secteur de cette médecine et ne possède probablement pas d'ailleurs. Et donc, eh bien, après 5 semaines, on m'a rendu mes vaccins en disant non, le dossier est trop chaud, on n'analyse pas. Donc moi, j'en reste pas là. Donc visiblement, en France, on est moins libre d'investiguer d'un point de vue scientifique. En France, une affaire comme ça, oui, mais ce sont des examens qui sont faits à l'étranger. Donc ça ne compte pas, mais on ne peut pas faire de contre-expertise. Vous savez bien que la justice, comment elle fonctionne, elle est sous les ordres, le parquet est sous les ordres du politique et tout, donc notre justice n'est pas indépendante, ce qui n'est pas le cas en Italie. Vous savez qu'un juge italien peut prendre l'expert qu'il veut, et non pas les experts nommés par le ministère de la Santé. Et où en est-on en Italie de l'obligation vaccinale ? Eh bien, il avait été prévu à 12. Il y a eu de très grosses manifestations qui ont été cachées par nos médias nationaux qui sont aussi sous cloche. Vos confrères journalistes des canaux nationaux, je les plains, ils font pas leur boulot. Ils peuvent pas dire la vérité à la population parce que tous les médias sont dans les mains d'une poignée de milliardaires et bien sûr on ferraille à mort. Je vous remercie à ce propos déjà d'exister, et parce que il y a aussi un problème avec les médias, parce que les médias couvrent tout ça, alors que en haut lieu ils sont parfaitement au courant de tout ça. Mais c'est quand même pas normal qu'on bousille la santé, les études italiennes, les études américaines, les études allemandes, qui disent qu'aujourd'hui, les statistiques des maladies, enfin des nourrissons avec des diabètes insulinaux dépendants de quelques mois, des nourrissons, des enfants de 2-3 ans avec des rhumatismes, on n'a jamais vu ça. L'autisme qui explose, et puis il faut surtout pas toucher et prononcer le mot vaccin. Non mais c'est ahurissant. Moi, en tout cas, j'ai le devoir, et j'ai prêté serment pour ça au sortir de la faculté, lorsque j'ai eu mon diplôme de pharmacien, de servir la santé publique. Et vous continuez à vendre des vaccins, Serge Rader ? Écoutez, j'ai vendu des vaccins pendant toute ma vie, sans savoir ce que je faisais, comme tous les pharmaciens de France aujourd'hui, et tous les médecins, ils n'ont pas de formation, et pédiatres compris. Et ceux qui savent, qui ont pris le temps, parce que pour parler un peu des vaccins, il faut une année entière à temps plein. C'est pas la matinée pour apprendre par cœur un calendrier vaccinal qui font que ces gens-là, non, ils appliquent des consignes, sont compétents. Ils appliquent des consignes. Le ministère, aux ordres de la poignée de professeurs qui sont devenus professeurs en publiant des textes dans des soi-disant revues sous contrôle de l'industrie pharmaceutique,
Ils ne font qu'appliquer. Alors, il y en a, c'est des ordres, j'applique. Ça a été le cas du pédiatre de mon petit-fils. Et puis, il y en a d'autres qui ont compris que trop de vaccins trop jeunes, ça bousillait la santé des enfants. Eh bien, ou ils sont devenus homéopathes, ou ils ne vaccinent plus. Et il y en a plusieurs, j'en connais plusieurs. Donc voilà dans quel dilemme on est. Il faut vraiment que cette problématique de l'obligation vaccinale, qui est totalement criminelle, il faut utiliser les mots. On ne peut pas assister à tout ça sans Serge Rader, tout ça pour protéger un lobby. Il y a l'obligation vaccinale, les parents sont soumis donc à cette obligation vaccinale. Avec le chantage à l'école. Il y a des risques puisque, par exemple, ils ne peuvent pas mettre justement leurs enfants à l'école si l'enfant n'est pas vacciné ou tout du moins n'a pas un carnet de santé qui stipule qu'il est vacciné en tous les cas. Absolument. Absolument. C'est vraiment, alors que ça va contre la loi Kouchner, contre le code de Nuremberg, contre les droits de l'homme, etc. On vous impose, et puis quand le problème arrive, parce que, je regrette, j'estime à 5 à 6 décès par an en France dus au vaccin. Toutes ces maladies chroniques, j'en ai parlé avec mon ami le professeur Philippe Even, je lui ai dit, Philippe, moi je suis sûr que si on arrêtait tout vaccin, en gardant quelques monovalents à disposition au cas où, je suis absolument certain que si on arrêtait 2 ans, il m'a même dit 3 ans lui, si on arrêtait 2 ans, on verrait chuter toutes les maladies chroniques de l'enfance. Voilà où on en est. Et on ne le fait pas, enfin, la commission, elle demande la purification des vaccins, elle demande un maximum de 5 par séance, on en est à 7 à 2 mois, elle demande des pré-examens, elle a dit qu'il n'y a aucun test de tolérance fait dans les formules, plus il y a de vaccins, plus les composants augmentent en quantité, il n'y a aucun test de tolérance de fait par rapport aux monovalents. Et on fait comme si de rien n'était, les autorités, l'État n'assume pas son devoir de protection de la santé publique. Non, l'État protège les intérêts des laboratoires pharmaceutiques. Il faut dire qu'en France, avec Pasteur, et puis avec l'image de Pasteur et avec le laboratoire Sanofi, qui est le 2e fournisseur au monde de vaccins, le lobby est très puissant. Donc il faut que les gens s'assument, il faut qu'ils s'informent. Il y a un site belge qui est fantastique, je donne les références parce que ça mérite, je donne aux médecins, ça s'appelle Initiative Citoyenne. .be du coup. Pardon ? .be forcément, puisque c'est en Belgique. Ou Initiative Citoyenne, ça sort quand même. Et puis, pour ceux qui veulent marquer le coup, puisqu'on est dans un pays où la démocratie fait défaut, on l'a bien vu pendant toute cette fausse discussion où tous les dés étaient pipés d'avance, puisqu'on avait décidé qu'on allait vacciner, on allait passer. Il y a un logo qui est fait par une association qui s'appelle ALIS, A-L-I-S, qui s'appelle Vaccination obligatoire, non merci. Non merci. Voilà. Pour coller sur sa jolie voiture. Voilà. Je vous remercie beaucoup Serge Rader. Je rappelle le nom de ce dernier ouvrage, Vaccin, oui ou non. On a compris que vous, c'était non. C'est donc aux éditions. Dans l'état actuel, on joue à la roulette russe. Donc ces nanoparticules n'ont rien à faire dans les vaccins. La DGCCRF l'a reconnu dans les produits dermocosmétiques et tout. J'ai déposé une plainte en ce sens. J'attends les résultats de la DGCCRF. Merci beaucoup Serge Rader. Je vous en prie.